Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Le début de la compétition de la Coupe du Monde approche à grands pas. Je vous propose donc une édition spéciale Brésil. Aujourd'hui, tous les amateurs de football ont les yeux déjà rivés vers le Brésil. Les sélections du monde entier se sont rassemblées. Le mondial, c'est la compétition reine. C'est une fois tous les 4 ans. Tout le monde est sur le qui-vive, joueurs, entraîneurs, mais aussi supporters. Cependant, certains n'ont pas la chance de s'envoler pour le Brésil. En effet, les pays non sélectionnés se contenteront de suivre la compétition devant la télévision. Regardez le reportage de Samuel Calvo et de Lise Barenboim. C'est l'événement qu'attendent tous les footballeurs. La Coupe du Monde est l'aboutissement d'une carrière pour un joueur. Elle lui permet de défendre les couleurs de son pays et de jouer avec ses compatriotes. Quelques joueurs nous ont fait rêver dans leurs championnats respectifs et pourtant, ils ne vont pas participer à la Coupe du Monde. Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur de Ligue 1 en France, l'un des joueurs les plus médiatisés du monde, le pilier du PSG, n'ira pas au Brésil. Son échec face au Portugal de Ronaldo en novembre dernier l'empêche de partir au mondial avec la Suède. Bien sûr que tout le monde veut jouer la Coupe du Monde, mais en même temps il faut être réaliste et admettre que le Portugal est meilleur que la Suède. Nous avons bien joué, nous avons eu des occasions, mais à la fin ils ont une meilleure équipe. Ronaldinho, le charismatique brésilien, n'a pas été sélectionné par Luis Felipe Scolari. Beau joueur, le dribbleur reste quand même à 100% derrière son équipe. Il verrait bien la Seleção s'imposer en finale face à l'Espagne. Je pense qu'on doit conquérir cette Coupe du Monde. Le football brésilien a toujours été comme ça. On a un public très exigeant et il s'est habitué à gagner. Et donc on doit regagner la confiance du public. Et j'ai toute confiance qu'avec du temps pour s'entraîner, l'évolution n'en sera que plus grande. Et on va regagner la confiance des supporters. Le retour de Ricardo Quaresma, 30 ans, était très attendu. Pourtant, l'attaquant ne fera pas partie de la sélection portugaise cette année. Du côté de l'Argentine, le cas de Carlos Tevez suscite l'émotion des supporters. Après une saison remarquable, celui qu'on appelle l'Apache reste chez lui cet été. Ses fans sont pourtant descendus dans la rue pour supporter leur héros. Une mobilisation qui n'a malheureusement pas été suffisante. C'est une question que vous pourriez poser à l'entraîneur de l'Argentine, Alessandro Sabella, qui pendant un processus de 3 ans a voulu former une équipe qui aura un esprit de compétition et qui procurera des émotions fortes pendant les matchs. Chez les Bleus, Mandanda, second gardien, a dû déclarer forfait à cause d'une blessure au cervical. Pour lui, juillet rimera avec Minerve et rééducation. Il va pouvoir regarder la Coupe du Monde chez le kiné. Je suis triste pour lui, ses camarades aussi. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Et là, aujourd'hui, voilà, c'était injouable pour lui de pouvoir espérer être disponible par rapport à ce qui nous attend. Donc. Samir Nasri, champion d'Angleterre avec Manchester City, n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Malgré cette déconvenue, le joueur reste serein, dans l'espoir un jour peut-être de réintégrer l'équipe de France. Des choses qui ont été dites sur moi depuis pas mal d'années, c'est que voilà, j'ai pas été exemplaire, c'est tout. J'ai pas à chercher d'excuses ou à me cacher derrière qui que ce soit. Mais la vie continue après la Coupe du Monde. Après une carrière bien remplie, certains savent profiter de l'ambiance brésilienne sans pour autant chausser leurs crampons. Ronaldo a l'air d'apprécier sa retraite. Le Brésil, pays où le football est une véritable religion. Et quel amateur de football n'a-t-il jamais rêvé de fouler la pelouse du célèbre stade du Maracanã? Un stade mythique au Brésil, le Maracanã est une véritable institution pour les Brésiliens, mais c'est aussi le symbole d'un mauvais souvenir. Rappelez-vous, en 1950, la Seleção a perdu en finale de la Coupe du Monde face à l'Uruguay dans cette même enceinte. Même si le Brésil a depuis remporté 5 mondiaux, le Maracanã reste le symbole de cet échec dramatique. Peut-être que cette année, il portera chance aux hommes de Scolari. En tout cas, on l'espère. Regardez les images. À Rio de Janeiro, le légendaire stade Maracanã, le temple du football que tout amateur rêve de visiter. Mais au Brésil, il est aussi connu pour avoir vu s'envoler l'un des rêves du pays. Le 16 juillet 1950, en finale de la Coupe du Monde, la Seleção s'incline face à un tout petit voisin, l'Uruguay. Une défaite 2-1 connue sous le nom de Maracanaço et qui reste 64 ans plus tard une blessure cuisante. Ce qui s'est passé au Maracanã en 1950 a été une énorme déception pour nous tous, les Brésiliens. Nous nous attendions à gagner la Coupe du Monde et nous avons été bouleversés de voir l'Uruguay battre le Brésil.
Avec un record de 5 titres mondiaux, le Brésil a depuis largement réaffirmé sa réputation de superpuissance du football. Mais pour de nombreux Brésiliens, il n'y a qu'un seul moyen de guérir l'affront du maracanaço. C'est une malédiction qui nous poursuit depuis 64 ans et qui nous fait du mal. Si nous gagnons la Coupe du Monde en 2014, nous allons exorciser ce fantôme en le renvoyant d'où il est venu. Et nous pourrons respirer plus librement ici. Les Uruguayens, de leur côté, espèrent bien rejouer le scénario de 1950 lors du Mondial. Après avoir bataillé pour se qualifier, le pays s'accroche à son lointain triomphe. Une publicité récente de la marque Puma, l'équipementier de l'Uruguay, met en scène le fantôme de 1950 qui revient hanter les Brésiliens. Un documentaire sorti cette année retrace également ce qui fut la deuxième victoire du pays en Coupe du Monde. L'Uruguay a atteint ensuite 3 fois la demi-finale, dont celle du dernier mondial en Afrique du Sud. Parmi les spectateurs, le seul joueur du match encore en vie, Alcides Guichia, c'est lui qui a tiré le but assurant la victoire de son équipe. Les gens, surtout à l'étranger, m'ont toujours demandé comment un pays aussi petit pouvait avoir autant de titres. Les Uruguayens vivent pour le foot, ils adorent le foot. Ils commencent à jouer dès l'enfance et c'est pour ça qu'il y a tant de joueurs. Pour les Uruguayens, le maracanazo restera l'histoire de David contre Goliath. Pour les Brésiliens, le mauvais souvenir est aussi un rappel opportun qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Le Brésil qui a dépensé des millions et des millions de dollars pour la préparation de ce mondial, notamment pour la construction des stades, eh bien, il semblerait que celui de Brasilia reçoive tous les honneurs à la pointe de la technologie. Il s'agit de la première enceinte complètement écologique au point d'être quasiment autosuffisante. Une belle preuve du savoir-faire brésilien. Regardez ce reportage. C'était en mai 2013, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, inaugurait en grande pompe le stade de Brasilia. Après 3 ans de travaux de rénovation, le stade Mané Garrincha de Brasilia est apparu métamorphosé. Particularité, une équipe d'architectes et d'experts en environnement en ont fait une enceinte sportive autosuffisante et à la pointe de l'écologie. De nombreux facteurs contribuent à en faire un stade écologique. L'un des plus importants, c'est que le stade est situé dans un lieu central et d'accès facile pour les supporters avant et après le match. Le stade de Brasilia est différent des autres au Brésil du fait qu'il est au point zéro de la ville. Pour faciliter les déplacements, un parking à vélo de 3500 places est opérationnel depuis la Coupe des Confédérations. Brasilia ira même encore plus loin en poussant l'écologie jusqu'au tout recyclable. On veut créer un circuit de déchets unique, tout organique. Donc toutes les assiettes, gobelets, couverts, serviettes seront tous biodégradables. Le supporter n'aura plus besoin de trier les ordures. Il mettra tout dans une seule poubelle et tout sera traité, composté ou réutilisé. Autre spécificité de ce stade, une toiture large qui permet de réduire le passage des rayons du soleil et donc le recours à la climatisation. Les architectes ont plutôt misé sur une ventilation naturelle avec ces colonnes en parfaite harmonie avec le style de la capitale brésilienne, conçue par Oscar Niemeyer. En revanche, il faudra patienter après la Coupe du Monde pour que les panneaux solaires soient installés sur la toiture du stade. L'objectif à terme, faire de ce stade un lieu autosuffisant. Le stade a une série de ressources qui vont lui permettre de fabriquer plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce à des panneaux solaires. Il va récupérer l'eau de pluie qui va couvrir 80% de ses besoins. Une fois l'ensemble des travaux terminés, le stade espère décrocher la certification LED Platinum, la reconnaissance ultime en matière de développement durable, un label qui serait une première mondiale pour un stade de sport. Alors, la Coupe du Monde, c'est la fête du football évidemment, mais c'est aussi le lieu de rendez-vous de toutes les grandes marques de sport. Adidas, Nike, toutes les multinationales seront bien là. Entre produits dérivés, joueurs sponsorisés, le mondial, c'est aussi un moyen de gagner beaucoup d'argent. Jonathan Selem et Samuel Calvo nous en disent plus. Regardez. À 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA, Adidas a lancé sa plus grande campagne de communication jamais réalisée, All In or Nothing. Une opération spectaculaire et symbolique puisque la marque aux 3 bandes a détruit une réplique du célèbre bus utilisé par les Bleus à Naïsna en 2010 lors du mondial sud-africain. Est-ce que cela sera suffisant pour toucher les portefeuilles des fans ? Quoi qu'il en soit, la Coupe du Monde de football, c'est aussi une histoire de ballon rond et d'évolution technologique, pas toujours unanimement appréciée.
Souvenez-vous de Jabulani, le ballon officiel du mondial 2010 en Afrique du Sud. Pour Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, certainement le pire ballon de l'histoire de la Coupe du Monde. Ainsi, il était urgent de corriger le tir pour Adidas, fournisseur officiel du ballon de la Coupe du Monde depuis 40 ans et la Coupe du Monde au Mexique. À l'époque, le Telstar s'était vendu à plus de 600 000 exemplaires. En 2014, l'Adidas Brazuca Ball est produit à Sialkot au Pakistan. Une première pour ce pays dans la mesure où les fabricants chinois n'arrivaient pas à respecter les normes de qualité. Et au Brésil, Adidas ne peut pas se permettre de manquer son objectif financier, le but étant de dépasser les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que sur les ballons. Et Adidas de vendre le Brazuca comme le meilleur ballon de l'histoire du football, mais aussi comme le premier ballon connecté à Internet de l'histoire. Sur Twitter, le ballon est suivi par plus de 136 000 followers. Un maillot dans lequel on se sent bien, c'est essentiel et c'est surtout des millions d'exemplaires de vendus pour la marque championne du monde de football. Et pour l'édition brésilienne, 7 marques ont été choisies par les différentes nations. Il y a Adidas et Nike bien entendu, mais aussi Puma, Lotto et d'autres marques un peu moins populaires à travers le monde. C'est le cas d'Ulsport, l'équipementier de l'équipe d'Iran. On nous donne des chaussettes de taille L. 2 jours et un lavage plus tard, c'est une taille S. La team Melli, nom de l'équipe iranienne, est furieuse car si les chaussettes rétrécissent au lavage, les chaussures sont de médiocre qualité et les maillots ne sont pas adaptés pour jouer dans des conditions d'humidité, comme c'est le cas au Brésil. Pour Nike et Adidas, le Brésil 2014 rime surtout avec 5 milliards d'euros à se partager en matière de bénéfices sur les ventes de maillots. D'où l'importance de produire des maillots de qualité, des maillots que les joueurs seront fiers de porter et que les clients seront pressés d'acheter. On a 9 équipes formidables, parmi lesquelles le champion du monde et le champion d'Europe en titre, l'Espagne. On a le champion d'Asie, le Japon. On a le champion d'Afrique, le Nigeria. On a le champion de la zone CONCACAF, Amérique, le Mexique. Donc vous voyez, c'est pas forcément l'absolue quantité qui compte, mais plutôt la qualité. Fuleco, la mascotte de la Coupe du Monde au Brésil, est un tatou à 3 bandes d'une espèce en voie de disparition connue en Amérique du Sud comme le tatou bola. Elle transmet des valeurs de respect de l'environnement et de protection des espèces en voie de disparition. Déclinée sous différentes formes, la mascotte est surtout un symbole fort de l'omniprésence du marketing dans l'organisation d'un mondial. Les t-shirts et autres produits avec l'image de la mascotte pourraient rapporter plus de 1,5 milliard d'euros à ses concepteurs d'ici la fin du mondial. Et malgré tous ces milliards d'euros que les entreprises comptent générer, il ne faudra surtout pas oublier que le sport business peut blesser gravement. Cette semaine, 2 membres du staff de l'équipe d'Allemagne ont été blessés alors qu'ils profitaient d'une séance de pilotage avec Mercedes, le sponsor de l'équipe d'Allemagne de football. Pour ces 2 personnes, il n'y aura malheureusement pas de Coupe du Monde à cause de ce sponsoring malheureux. Et à l'approche du mondial, le Brésil est sous haute tension. On connaît le contexte économique difficile du pays, les tensions sociales qui agitent le pays. Et près de 600 000 touristes vont se déplacer pendant la compétition. Mais il y a un problème qui alerte particulièrement les Brésiliens, c'est le tourisme sexuel. Regardez les images. Tous les week-ends, à la tombée de la nuit, Adriana sillonne les quartiers animés de Natal, une ville touristique de la région pauvre du nord-est du Brésil. Elle travaille à la protection de l'enfance et lutte contre l'exploitation sexuelle. On est sur la plage de Ponta Negra, sur le bord de mer, le point le plus touristique de la ville. Ça a été un point très important du tourisme sexuel envers les adolescents, mais aussi les adultes. Un tourisme sexuel que la Coupe du Monde risque fort de doper. S'il n'y a pas de données officielles sur l'exploitation sexuelle des mineurs, les ONG locales affirment qu'elle est répandue au Brésil, notamment dans le nord-est. Pour faire face à l'afflux de touristes, la protection judiciaire de l'enfance compte intensifier ses patrouilles, notamment dans les bars et les boîtes de nuit. Nous sommes inquiets pour la Coupe du Monde. C'est un événement exceptionnel. Il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers. Le Brésil a renforcé sa lutte contre l'exploitation sexuelle. Des programmes comme Bira Vida ont aidé de jeunes prostituées comme Taina. Maltraitée, elle s'enfuit de chez elle à 10 ans. Pour survivre, elle se prostitue en échange d'un repas ou de quelques reaïches. Mes copines et moi, on venait là, à Ponta Negra. On attendait que les voitures s'arrêtent et nous appellent et on partait avec eux. C'était souvent des étrangers, il y avait peu de Brésiliens. Pour lutter contre le tourisme sexuel des mineurs, l'État brésilien a lancé une campagne d'affiches en amont du mondial « Ne détourne pas les yeux ».
À Natal, le secrétaire du tourisme a mis en place un code de conduite à destination des taxis et des réceptions d'hôtels. Nous, les plus âgés, on a déjà vécu ça. On est donc préparés à recevoir la Coupe du Monde, les touristes, et à combattre ce fléau. Je préviens les touristes qui pensent qu'ici on accepte ce genre de choses. Ne venez pas, sinon vous allez le regretter. Au Brésil, toute personne coupable d'atteinte sexuelle envers un mineur encourt de 3 à 7 ans de prison. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour encore plus de foot. Vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.